Alors, selon des propos rapportés par Les Échos, Bruno Le Maire devrait bientôt revoir à la baisse, évidemment, sa prévision de croissance pour cette année, ce qui ne sera pas, et c'est l'objet de cette vidéo, sans conséquence sur le budget, sur les finances de l'État et les économies qu'il faudra évidemment trouver. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. C'est vrai qu'il y a une révision, c'est aussi les bruits que vous entendez à Bercy, il y aura une révision à la baisse de cette prévision de croissance qui est de 1,4% aujourd'hui pour 2024. Mais tout le monde a compris, tout le monde sait que c'est impossible à tenir, enfin, je veux dire, sauf à croire au Père Noël. Oui, nous, ça fait longtemps qu'on l'avait écrit à l'Opinion que le défi pour 2024 serait très difficile à tenir, 4,4% de déficit. Alors là, la date de l'annonce de la révision de la croissance s'approche. C'est un mystère pour personne. Tous les organismes internationaux ont des prévisions de croissance qui sont beaucoup plus faibles. 0,8-0,9% à peu près, non ? Oui, l'OCDE, c'est même 0,6%. Donc le gouvernement est pour l'instant à 1,4%. Donc là, ils savent qu'ils ne peuvent plus faire l'autruche. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a discuté avec Bruno Le Maire et lui a dit là, il dirige aussi le Haut Conseil des finances publiques. Il lui a dit là, il va falloir faire une opération vérité. Vous ne pouvez pas rester à ce. En même temps, il y a un an et quelques, quand le gouvernement disait on va faire 1% de croissance sur 2023, tout le monde ricanait, pourtant on les a fait. Oui, c'est le grand argument de Bercy pour l'instant qui s'accrochait à ça en disant on a eu raison contre tout le monde. Après, il y a eu une grosse surprise au deuxième trimestre, plus 0,7% de croissance au deuxième trimestre qui a un peu sauvé l'année. Là, ça fait plus de 6 mois qu'on est à croissance zéro. Donc l'acquis de croissance pour 2024, puisque en fait la croissance de la fin d'année influe beaucoup la moyenne annuelle qu'on aura l'année suivante. Et donc là, l'acquis de croissance à mi-année est relativement faible. Et donc, sauf miracle, deuxième partie de l'année, on n'atteindra pas ces prévisions de croissance. Donc là, il faut corriger le tir. Marc, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des spécialistes des arcanes budgétaires, c'est que ce budget 2024, il est bâti donc sur cette hypothèse de croissance de 1,4%. Si on fait moins, et on fera moins malheureusement, ça veut dire que le déficit va se creuser et qu'on ne fera pas les 4,4%, parce que 1,4% de croissance correspond à 4,4% de déficit. Donc, contre 4,9%, il y a beaucoup de chiffres de déficit en 2023. Donc c'est ça, on n'y sera pas. Ce qu'il faut expliquer, David, pour des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est que le PIB, c'est l'assiette sur laquelle reposent les prélèvements obligatoires. Il y a à peu près 50% de prélèvements obligatoires, il y a taux de prélèvement obligatoire, c'est 45%, mais il y a des recettes non fiscales. Je vous épargne les détails. Et donc, on peut dire, grosso modo, que y a 1 euro d'augmentation du PIB fait 50 centimes de recettes. Donc, si vous avez moins d'augmentation de PIB, vous avez moins de recettes fiscales. Et donc, le trou entre les dépenses publiques et les recettes publiques se creuse. Et à ce moment-là, vous avez un problème de déficit. Et ce déficit s'accumule chaque année et va former ce qu'on appelle la dette publique. Et voilà, en moins d'une minute, on comprend tout avec Marc Vigneault. Non mais, et donc voilà, donc moins de croissance égale plus de déficit. Donc on ne sera pas 4,4. Sachant que, pardon pour couronner le tout, et c'est vraiment pas drôle, si ça se trouve en 2023, on n'aura pas 4,9% de déficit public, mais on risque peut-être d'avoir un peu plus. Oui, parce que malgré le niveau de croissance, ce qu'on disait en 2023, le gouvernement a dit « j'ai eu raison contre tout le monde, j'ai atteint 0,9 » alors qu'on attendait 1% de croissance et les prévisionnistes nous prédisaient beaucoup moins, nous prédisaient éventuellement même une récession, enfin bon bref. Malgré ça, les recettes fiscales sont un peu moins bien rentrées parce que y a des hypothèses d'un raffinement que je vous épargne qui parfois varient et donc en fait les recettes fiscales ont été assez décevantes en fin d'année. Le dernier raconte de l'impôt sur les sociétés, les dernières remontées sur l'impôt sur le revenu, les dernières remontées sur la TVA. Et donc, on pourrait partir d'une marche plus élevée en 2023. Et donc, ça veut dire que pour atteindre 4,4% de déficit, à partir de 4,9, c'est pas la même chose qu'à partir de 5 ou à partir de 5,1. Et donc il faut attendre pour savoir tout ça. C'est le moment où Bercy est en train de le faire. On attend les remontées des collectivités sociales, on attend les comptes exacts de la sécurité sociale qui s'agrègent aux comptes de l'État. Et à la fin, tout ça mis dans le même panier, ça fait le déficit public dont on parle. Et donc l'État attend de voir, enfin le gouvernement attend de voir combien ça va faire exactement. L'INSEE fera des annonces le 29 mars là-dessus.
Donc voilà, donc si on part encore une fois avec une marge plus haute sur 2023 en termes de déficit et que, imaginons la prévision du gouvernement dans les prochaines jours, semaines, et passe à 0,9, ça change vraiment l'équation budgétaire pour 2024, parce qu'on parle souvent des 12 milliards d'euros à trouver pour 2025 d'économies chaque année jusqu'à 2027. Moi, je parle de 2024. Oui. Ce qu'il faut, alors il y aura des économies supplémentaires à trouver. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup dans le budget initial. Le gouvernement s'est contenté de commencer à débrancher ses boucliers tarifaires, ce qui d'ailleurs demande des efforts aux Français, puisque le prix de l'électricité augmente d'environ 10%, un peu moins, ça dépend à quel tarif on est sur les tarifs réglementés. Donc ça demande des efforts, mais pour l'instant, le gouvernement s'est un peu contenté de débrancher ses boucliers. Et à partir de 2025, il va falloir faire des économies structurelles auxquelles il faut rajouter des économies cette année en urgence. Cette année en urgence, c'est ça qui m'intéresse. Et le débat... Les Échos parlent de 10 milliards d'euros. Oui, alors ça, c'est un chiffre, selon moi, qui est... possible, mais comme il n'y a pas les dernières remontées de l'année 2023, pour l'instant, moi, j'ai pas pu confirmer ce chiffre. Moi, l'information qu'on a, nous, à l'opinion, c'est que la prévision de croissance proposée par Bercy, c'est 0,9%. Donc, c'est à mi-chemin entre le pessimisme de l'OCDE, 0,6, c'est à peu près le consensus des économistes, un petit peu plus, parce que Bercy se dit toujours, les dernières fois, j'ai escompté des bonnes nouvelles, c'est arrivé, là, je vais pas être le plus pessimiste. Ça fait un écart de 0,5 points. Un demi-point de PIB. Et combien d'économies en plus à trouver si on veut vraiment atteindre ces 4,4% de déficit public? Après, on peut s'asseoir dessus. Oui, mais il y a plein d'autres facteurs. Je pense qu'il ne faut pas être compté au milliard près. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il va y avoir plusieurs milliards d'économies supplémentaires à faire et que le grand débat au sein du gouvernement, c'est est-ce qu'on joue carte sur table, est-ce qu'on fait un collectif budgétaire, c'est-à-dire est-ce qu'on passe devant le Parlement pour faire un projet de loi de finances rectificatif et on rapidement, et on dit voilà les économies que je vais faire, à quel endroit, est-ce que les oppositions vous les soutenez, est-ce que les républicains vous êtes prêts à soutenir tel type d'économie, etc. Ou alors est-ce qu'on passe d'une façon beaucoup plus discrète, d'une façon beaucoup plus techno et beaucoup moins sensible pour les Français, c'est est-ce qu'on fait des annulations de crédits par décret dans des budgets qu'on a déjà votés, où ça sera beaucoup plus compliqué, ça fera beaucoup moins la une des journaux, ça sera beaucoup moins clair de savoir exactement quel programme va être touché. Un petit peu avant les élections européennes, je ne sais pas si politiquement c'est très Voilà, alors il y a un débat entre Bercy et Matignon. À Bercy, on préfère le collectif budgétaire parce que c'est plus clair et puis que ça envoie un signal que vraiment le redressement des comptes publics, là, ça va devenir très très dur et l'enjeu de ces prochaines années du quinquennat. Ou est-ce qu'on fait ça plus discrètement en attendant justement les européennes pour ne pas faire monter Marine Le Pen qui a beau jeu de dire si moi j'arrivais au pouvoir, je vous baisserais toutes les taxes sur l'énergie, j'aurais plein de dépenses et je trouverais des recettes qui seront indolores pour la majorité de Français, ce qui est complètement faux, c'est-à-dire que vraiment les politiques qui vous disent ça sera toujours l'État, la structure de l'État qui fera des efforts et vous n'aurez jamais aucun effort à faire, ça ne suffira pas et c'est vraiment tromper les gens. Donc quel que soit le parti au pouvoir, à moins de laisser filer la dette, c'est peut-être une option que choisiront certains, mais il y aura des économies douloureuses à faire et on ne peut pas juste dire on va taper dans le gras de l'État, ça existe. Pourquoi ne pas s'asseoir carrément sur cet objectif? Certains qui nous regardent doivent se dire mais bon, 4,4, on ne les fera pas et c'est pas grave quoi. Oui. Je parle du déficit public de la France. Plusieurs spécialistes disent qu'il ne faut pas tomber dans l'austérité et que vu l'ampleur de l'effort à fournir, il y a ce risque de tomber dans l'austérité. Après, à Bercy, au gouvernement, on note qu'on est déjà un des pays européens qui va revenir sous 3% de déficit le plus tard. Que si on n'est pas sous 3% de déficit à peu près, la dette publique continue d'augmenter. Oui. La dette publique continue d'augmenter, donc en fait ce 3% il est un peu arbitraire, mais il se trouve que les conditions économiques font qu'à peu près autour de 3% on commence à stabiliser, voire baisser un peu la dette publique. Et donc le raisonnement d'Emmanuel Macron et du pouvoir en général, c'est de dire si dans les périodes où on est sorti de la crise grave du Covid, de la crise énergétique, etc., on n'est pas capable de baisser notre déficit pour que la dette n'augmente plus, en fait, elle va augmenter indéfiniment et on sait que les agences de notation sont quand même là à l'affût. La zone euro, ce n'est pas les États-Unis, il n'y a pas la force du dollar qui est utilisée comme monnaie d'échange et de réserve internationale, qui a la même réputation que le dollar. On n'est pas dans une zone
monétaire optimale avec un budget commun, etc. Il faut quand même faire attention. C'est les fondements sur lesquels ont été fondés la zone euro, ça a été accepté par la France, c'est la discipline budgétaire. Chacun doit faire son devoir chez lui et donc il y a une certaine discipline budgétaire à respecter. Et si la France n'est pas capable de tenir ça, elle risque de se faire dégrader sa note sur les marchés financiers, ce qui n'a pas de conséquences à court terme. Ce n'est pas grave, mais en fait, ça montre un long glissement de la France d'une catégorie de pays très fiable, avec un actif de réserve dans les banques, pour les assurances, qui est extrêmement sûr et qui petit à petit, en fait, va perdre de sa fiabilité et donc c'est finalement un jeu dangereux. Ça montre que la France pourrait être déclassée. On a bien vu ce qui est arrivé à l'Italie de Silvio Berlusconi au début des années 2010, ce qui est arrivé à la Grèce. Alors on n'en est pas là, bien sûr, mais il faut faire attention parce que les marchés financiers ils peuvent très vite s'emballer. Surtout que les États-Unis font beaucoup de déficits budgétaires, donc s'ils avalent de plus en plus l'épargne mondiale, il faut financer le déficit et la dette américaine. Et donc, l'épargne mondiale n'est pas infinie. Et donc, le gouvernement se dit qu'il faut faire extrêmement attention parce que nos coûts d'emprunt pourraient se renchérir. Alors, ces derniers temps, ils ont rebaissé un petit peu, ça s'est calmé, on s'est dit chouette. En fait, ça va mieux sur les taux d'emprunt. Là, ils remontent, pas de chance. Ça varie un peu, il faut voir la tendance. Mais la dette coûte beaucoup plus cher. Et on constate déjà que dans les prévisions du gouvernement, les intérêts de la dette vont représenter le premier budget devant l'éducation nationale, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. C'est inédit et donc ça veut dire qu'en fait on consacre une partie de nos ressources fiscales qui sont quand même énormes puisqu'on a un taux de prélèvement obligatoire très important simplement pour rembourser les intérêts de la dette. Et donc ça, sans parler des marchés financiers, sans parler des partenaires européens, etc., ça pose un problème de marge de manœuvre avec combien on peut investir dans les politiques publiques. Après, Marc, on finit là-dessus, où va-t-on faire des efforts s'il faut trouver 5, 7, 8 milliards dès cette année. Et là, je me dis que quand on nous a dit qu'il fallait revoir un peu les conditions d'indemnisation des chômeurs, il y avait la volonté aussi de trouver de l'argent à ce niveau-là. C'est ça aussi le sujet ? Oui, bien sûr. En fait, le discours du gouvernement, pour l'instant, et d'Emmanuel Macron, il l'a répété dans sa grande conférence de presse, c'est qu'est-ce qui nous permettra de réduire le déficit ? C'est l'augmentation de l'activité et la marche vers le plein emploi. On voit que le taux de chômage a plutôt tendance à augmenter et le raisonnement du gouvernement, de Bruno Le Maire en particulier, c'est de dire on n'arrivera pas au plein emploi, le plus dur reste devant nous si on ne fait pas une nouvelle réforme de notre modèle qui a des particularités qui restent importante. On décourage quelque part à l'activité, notamment en ayant une filière d'indemnisation senior beaucoup plus longue que pour les autres chômeurs, parce que ça se combine avec la rupture conventionnelle qui permet aux entreprises de se dire un senior qui me coûte cher, allez hop, de toute façon il a 3 ans de chômage devant lui, et puis ceux qui sont éventuellement vraiment pas des chômeurs aisés, ils vont tomber à l'allocation spécifique de solidarité et il y a un système où il peut continuer à accumuler, à valider ses trimestres de retraite automatiquement. On peut comme ça aller jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein en étant au chômage, etc. Donc en fait c'est un système, c'est pas du tout que les gens ne veulent pas travailler, c'est un système qui fait que tout le monde a intérêt à prendre sa retraite avant l'âge officiel et à le faire comme ça. Dans plein d'entreprises, on voit bien que des cadres sont poussés vers la sortie et franchement, ils ne sont pas mécontents. Parfois, ils sont un peu surpris au début, puis après, ils profitent de leur retraite. Sur le dos de la collectivité, puisque c'est le système de retraite qui représente 25% des dépenses publiques, c'est l'assurance chômage. Et donc là, le raisonnement du gouvernement, c'est sans nouvelles réformes, on n'arrivera pas au plein emploi. Il faut que toute la culture change, et pour changer cette culture, il faut changer les paramètres du système qui font que cette culture s'est installée. Alors, on peut dire, comme les syndicats de salariés, ah oui, mais attendez, aujourd'hui, les gens, ils sont poussés vers la sortie. Si on leur retire les béquilles, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est vrai, pendant quelques années, il y a peut-être des chômeurs pour qui ça va être plus dur, à des gens qui auront du mal à retrouver l'emploi. Mais le gouvernement, lui, il se dit, mais si on ne change pas la culture, les paramètres qui ont généré cette culture, on ne changera jamais, on aura des taux d'emploi qui restent plus faibles que dans les autres pays, et donc les taux d'emploi, c'est-à-dire moins de gens au travail, si on a des taux d'emploi plus faibles, on a moins de rentrées fiscales, exactement. On a des gens qui consomment moins, et du coup, on a une croissance plus faible, et on ne peut pas soutenir le financement du modèle social. Donc,
toute la discussion là du gouvernement, c'est de voir comment ils peuvent réintroduire une nouvelle réforme des retraites, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que les syndicats évidemment sont contre, mais le patronat n'est pas très favorable parce qu'il dit attention, le climat social est extrêmement tendu, nous on a l'activité ralentie, on va peut-être devoir pousser des personnes en dehors de l'entreprise, et donc est-ce que c'est le moment de faire une réforme Je reviens au sujet en 30 secondes, et tout ça est source encore une fois d'économie. Parce que c'est ça mon sujet aujourd'hui, c'est où sont, et en 30 secondes vraiment, où sont les économies? Ah bah oui, l'assurance chômage, c'est un des endroits où la France dépense énormément. Donc quand on réduit les droits à l'assurance chômage, non seulement ça fait des recettes supplémentaires si on considère que les gens vont retourner à l'emploi, mais en plus à court terme, ça fait moins de dépenses d'indemnisation. Hein. Gabriel Attal, il dit « moi je veux tout faire pour les classes moyennes, donc par exemple je vous donne un exemple de mesure d'économie que je fais. Les gens qui sont à l'allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire des chômeurs en fin de droit qui ont travaillé 5 ans dans les 10 dernières années et qui avant avaient le droit de toucher indéfiniment l'allocation spécifique de solidarité, vous allez aller au RSA. Donc pour certaines configurations familiales, en couple notamment, c'est moins intéressant et c'est moins bien indemnisé. Donc le risque, c'est que ça augmente la pauvreté, mais ça ne les pousse pas à reprendre un emploi, ça pousse les entreprises à se dire il va avoir l'allocation spécifique de solidarité jusqu'à son taux plein, l'âge de la retraite, très bien, faisons comme ça. Et donc là, l'idée, c'est de faire des économies là-dessus, et c'est assez bien expliqué, c'est assez expliqué de façon transparente par le Premier ministre qui dit moi j'assume, avant on hésitait, maintenant on va supprimer l'allocation spécifique de solidarité. Et si on met toutes les petites choses bout à bout, on voit qu'effectivement les grosses masses de la dépense publique en France, c'est la masse salariale de l'État. Donc là il faudrait une réforme de l'État importante, et est-ce qu'on peut baisser la masse salariale en quelques années, c'est douteux. Et puis le reste, c'est les systèmes sociaux. Donc il faut, si on veut faire des économies, il reste les systèmes sociaux, et l'assurance chômage c'est clairement identifié comme un endroit où il reste des réformes à faire. Le top départ, ça sera évidemment cette révision, la baisse de la croissance de la France par le gouvernement dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines plutôt, non? On ne sait pas encore exactement, ça peut être à la fin de la semaine, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être les semaines suivantes. En tout cas, pour l'instant, la piste, c'est 0,9% et ça doit être validé au niveau du Premier ministre et du Président. Et le Président met toujours très longtemps à arbitrer ces dossiers. Et donc, tant que le Président n'aura pas donné son accord, À l'explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, salut. Merci David.